On va démarrer la webconférence. Le sujet du jour, la rénovation énergétique des immeubles en monopropriété. Alors, on va commencer par faire un petit point réglementaire pour que vous ayez quelques rappels. J'imagine que vous devez déjà connaître ces dates, mais c'est toujours bon d'avoir un petit rappel. Au niveau des interdictions successives de location pour les logements qui sont la propriété de propriétaires bailleurs, donc qui sont voués à la location. Donc voilà un petit rappel du calendrier d'interdiction. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis maintenant 1 an et demi, la sortie de la loi climat et résilience. La loi climat et résilience a impacté beaucoup de secteurs d'activité différents. Au sein du logement, entre guillemets, le sujet majeur est l'interdiction progressive de location pour des logements qui sont considérés dans des étiquettes dites passoires thermiques. Donc aujourd'hui, cette étiquette est déterminée par le diagnostic de performance énergétique qui vous définit l'étiquette énergie et d'émissions de gaz à effet de serre de votre bien. Les étiquettes vont de A, qui est l'étiquette de logement la plus performante, à G, en passant par toutes les lettres. Et donc, vous voyez ici sur la présentation affiché le calendrier successif des interdictions de location. Donc, en outre, le gel des loyers qui est déjà applicable depuis le 1er janvier 2023 pour tous les logements qui sont F et G, il y a une interdiction de location successive qui va s'appliquer sur ces logements. Donc, depuis le 1er janvier 2023, il est déjà interdit de louer des logements qui sont en étiquette G, mais qui sont communément appelés des G+, entre guillemets. C'est des étiquettes G qui consomment plus de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an. Donc, tous les logements en G ne sont pas concernés. Et tous les logements où il est affiché 450 kWh en énergie primaire, parce qu'en fait, le DPE indique cette étiquette énergétique en énergie primaire. Donc, il y a une petite conversion à faire pour passer de l'énergie primaire à l'énergie finale. Vous pourrez retrouver tous ces éléments sur notre site internet et on pourra vous répondre lors de la FAQ. Mais l'idée est de se dire que ce n'est pas parce que mon logement est G et qui a marqué 450 kWh qu'il est d'ores et déjà interdit à la location. Il faut faire une conversion de l'énergie primaire à l'énergie finale. Et si vous allez sur notre chaîne YouTube, il y a une vidéo explicative qui est très claire sur le sujet qui vous explique comment faire ce petit calcul. En 2025, seront interdits à la location l'ensemble des logements qui sont en étiquette classée G. 2028, l'ensemble des logements avec des étiquettes classées F. Et le dernier niveau d'obligation, enfin d'interdiction de location, arrive en 2034 pour tous les logements classés E. À partir de ces dates, ces logements seront donc considérés comme étant indécents par la loi et les locataires seront en droit d'exiger des travaux de la part des bailleurs. Et en cas de sortie de votre locataire en cours, vous aurez l'impossibilité de remettre votre bien à la location tant que vous n'avez pas mis en œuvre un certain nombre d'actions qui permettraient d'améliorer l'étiquette énergétique de votre logement. Alors, comment peut-on envisager rénovation permettant de sortir de ces étiquettes passoires? Aujourd'hui, en général, quand on est propriétaire bailleur, on envisage de faire des travaux à l'échelle de notre logement. Faire des petites actions afin de sortir de ces étiquettes passoires et améliorer l'étiquette énergétique du bien. En revanche, à l'échelle d'un logement, vous avez un nombre d'actions relativement limité pour améliorer la performance énergétique de votre bien. Vous pouvez changer les fenêtres, vous pouvez éventuellement changer votre chaudière si vous êtes sur un système de chauffage individuel en gaz, vous pourrez améliorer vos radiateurs électriques en mettant des radiateurs plus performants, travailler sur la ventilation mécanique, mais tous ces gestes vont vous permettre effectivement de grappiller un peu d'efficacité énergétique, mais vont certainement pas vous permettre de faire un gros bond. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un gros bond à envisager quand on part aujourd'hui d'une étiquette G et que le but est en 2034 d'arriver à une étiquette D. Donc, l'avantage d'un bien, un immeuble en monopropriété, c'est que ça vous offre la possibilité en tant que propriétaire de l'immeuble de faire une action à l'échelle globale du bâtiment. Et là, ça vous permettra d'avoir des gains énergétiques considérables si vous définissez un programme de travaux intelligent et qui va vous permettre d'améliorer le bâtiment dans son ensemble et donc, par ruissellement, améliorer l'étiquette énergétique de chacun des logements composant cet immeuble. Donc, l'avantage de passer par Hélio, c'est qu'on propose une solution d'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'assistance à maîtrise d'ouvrage vous apporte beaucoup d'avantages dans le cadre de ce type de projet. Ça vous permet de déterminer des travaux adaptés. On vous accompagne sur le suivi complet de la rénovation globale du bâtiment. Ça vous permet d'avoir une réduction des coûts des travaux en mutualisant ces postes de travaux plutôt que de les faire successivement
sur les 10 prochaines années. Et la première étape, on va en revenir un peu plus en détail juste après, c'est effectivement de partir d'un audit énergétique et on va vous expliquer pourquoi. Alors, quel est l'avantage de passer par un AMO pour ce type de projet? Le gros avantage, c'est que l'AMO, par l'intermédiaire de l'outil audit énergétique, permet d'identifier les actions à mener les plus efficaces pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Donc pourquoi passer par cet outil audit? Eh bien, dans un premier temps, parce que vous êtes aujourd'hui sur des logements qui sont en étiquette défavorable, F, G, peut-être E. Votre objectif étant d'améliorer votre bâtiment, donc l'audit énergétique va vous permettre de définir les actions de rénovation énergétique à l'échelle du bâtiment qui va vous permettre d'améliorer sa performance énergétique. Donc, le but de sortir chacun des logements des étiquettes passoires en améliorant le bâtiment dans son ensemble. L'autre avantage et la nécessité, entre guillemets, de passer par cet outil audit énergétique, c'est que l'audit va vous permettre de mettre en avant des scénarios de travaux avec une économie d'énergie générale associée à chacun d'entre eux. L'objectif, afin d'obtenir des aides qui vont vous permettre de mettre en œuvre ces travaux, est de définir un programme de rénovation permettant l'atteinte minimale de 35% d'économie d'énergie. Ça va varier d'un bâtiment à l'autre. Parfois, 35% est facilement atteignable en faisant l'isolation des murs par l'extérieur, en travaillant sur les combles, la ventilation et les planchers bas, par exemple. Mais d'autres immeubles sont un peu plus spécifiques dus à leur architecture, leurs contraintes techniques. Et il y a des programmes de travaux où il va falloir aller chercher un peu plus d'action pour aller chercher ce fameux palier de 35%, sachant que certains immeubles voudront certaines que j'évoquais juste. Ah, vous m'avez entendu? J'ai l'impression que j'avais perdu la connexion. Dimitri, ça a coupé non, du coup. Bon. Ouais, enfin, de mon côté, ça a coupé. Excusez-moi, j'ai Internet a sauté quelques secondes. Donc, je disais qu'effectivement, l'objectif de cet audit est de déterminer un programme de travaux à 35%, ce qui va vous permettre de bénéficier d'aides dont Emilien détaillera les conditions juste après dans la présentation. Mais au-delà de ça, certains immeubles voudront aller plus loin que ces 35% dans l'objectif justement de sortir toutes les étiquettes de la monopropriété, des étiquettes passoires. Parce que si on part de très bas, comme des étiquettes G ou G+, 35% ne sera pas suffisant pour aller chercher les étiquettes D. Donc le but de cet audit est d'aller envisager ces programmes de travaux. L'accompagnement AMO d'Elio de A à Z. La première étape, on vient de l'évoquer, c'est la définition du programme de travaux qui va nous permettre d'atteindre notre objectif afin de sortir les logements des étiquettes passoires. Conjointement à cet audit énergétique, le travail de l'AMO et d'Elio est de vous faire une première ébauche du plan de financement. Donc ça veut dire combien va nous coûter chacun des programmes de travaux proposés par l'audit énergétique et quelles sont les aides auxquelles je pourrais prétendre pour chacun de ces scénarios de travaux. Différentes aides sont mobilisables, Emilien les détaillera un petit peu plus tard. Le deuxième rôle de l'AMO, en fait, au-delà de l'aspect et financier, c'est également de vous accompagner et de vous conseiller sur l'aspect technique, c'est-à-dire vous accompagner dans le choix d'un maître d'œuvre. En général, quand vous allez réaliser un programme de travaux avec 3, 4, 5 actions de rénovation énergétique, il va falloir faire appel derrière à un maître d'œuvre qui va récupérer les éléments donnés par l'audit et le programme de travaux que vous avez décidé de mettre en œuvre et qui va en vérifier la faisabilité technique et qui va éventuellement vérifier qu'il n'y ait pas besoin de faire d'autres travaux hors énergétique pour assurer l'entretien de votre bâtiment. Parce que l'idée d'une rénovation globale, c'est effectivement d'améliorer votre bâtiment d'un point de vue énergétique, mais également d'améliorer tous les autres systèmes d'entretien électrique pour en profiter pour faire une rénovation complète et pas uniquement s'attacher à l'énergétique. Une fois que le maître d'œuvre est arrivé et a donc vérifié de cette faisabilité technique, sa deuxième mission à lui, c'est de rédiger un cahier des charges de consultation des entreprises. Donc en fonction de chacun des scénarios des postes de travaux définis par l'audit énergétique, il va consulter des entreprises pour que vous ayez des devis en main et que vous puissiez retenir une des entreprises par poste de travaux que nous allons mettre en œuvre. À ce moment-là, nous, notre mission à l'AMO, c'est d'ajuster notre plan de financement en fonction de tous les devis que vous avez reçus et de l'ensemble des travaux qui vont être décidés pour améliorer la performance énergétique de votre bâtiment. Donc, ces aides, encore une fois, Emilien les détaillera, il y a des aides nationales et il y a des aides locales. Notre mission derrière, ça va être également de vous mettre en relation avec des établissements bancaires qui vont vous permettre de financer le reste à charge de ces travaux. Il y a plusieurs aides.
Mais malheureusement, ça ne vous permet pas de financer à 100% ces travaux. Donc, il va falloir que vous trouviez des solutions, si vous n'avez pas les moyens en fonds propres, de financer le reste à charge de ces travaux. Notre dernière mission est évidemment de récupérer les aides mobilisables. Et derrière, il y a une validation technique de l'objectif énergétique atteint avec la réalisation d'un DPE collectif, qui est une obligation pour vos immeubles dans le cadre de la loi climat et résilience, qui va vous permettre de valider l'étiquette énergétique atteinte par votre programme de travaux pour votre bâtiment, mais également faire des DPE individuels pour chacun des logements composant l'immeuble. L'idée étant qu'à l'issue de ce programme de travaux, vous ayez validation technique de l'objectif, vous ayez vos DPE en main, qui soient tous à minima en étiquette D ou E, ça dépendra du programme de travaux que vous avez retenu, mais l'idée c'est que vous ayez en main ces DPE individuels pour vous permettre de remettre votre bien à la location. Je vais maintenant passer la main à Émilien, qui va vous détailler plus en détail les aides mobilisables pour ce type de projet et comment l'AMO vous accompagne pour les récupérer. Très bien. Ah oui, vas-y, je t'en prie. J'ai oublié ce slide, excusez-moi, mais j'en ai un peu parlé dans le détail de notre accompagnement. Dans un projet de rénovation globale, aujourd'hui, vous allez avoir 3 acteurs majeurs. Donc, vous-même, la maîtrise d'ouvrage, donc le propriétaire de l'immeuble qui décide du projet de travaux et qui va décider du projet dans son ensemble. On a également inclus dans cette personne, entre guillemets, l'administrateur de biens, qui est en fait la personne vous accompagnant dans la gestion de votre immeuble et qui va être votre représentant dans ces travaux. Et donc, du coup, l'administrateur de biens va travailler conjointement avec Elio, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui va réaliser l'ensemble des missions que j'ai évoquées juste avant, en commençant par cette partie diagnostic énergétique, vous permettant de déterminer les programmes de travaux. Et le troisième acteur majeur, c'est la maîtrise d'œuvre, comme je viens d'expliquer, qui vient vérifier la faisabilité technique, consulter les entreprises et assurer la suivi des travaux. On aurait même d'ailleurs pu ajouter un quatrième acteur qui sont en fait les entreprises de travaux qui vont réaliser effectivement les travaux à mener sur votre bien. Je passe maintenant la main à Émilien pour vous détailler les aides. Très bien, merci Dimitri. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Dimitri, n'hésite pas à m'interrompre si jamais il y a des coupures, que je puisse me reprendre. Donc, du coup, en continuité sur ce webinaire, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour les aides qui peuvent être mobilisées dans le cas d'une monopropriété, d'une rénovation énergétique sur une monopropriété. Alors, oups, ça m'allait un peu trop vite. Très bien. Donc, nous avons les certificats d'économie d'énergie et je pense que si vous avez déjà suivi nos webinaires, on a déjà évoqué cette question-là à travers le coup de pouce rénovation globale. J'aurai l'occasion d'y revenir dans la slide suivante. Ce coup de pouce peut financer, dans certains cas, jusqu'à 25% du montant des travaux. Donc, dans une rénovation énergétique d'une monopropriété, en première aide, vous pouvez avoir ce coup de pouce rénovation globale. En aide suivante, nous avons des aides locales et sur l'exemple que je vais vous présenter tout à l'heure, nous sommes dans le périmètre d'un programme d'intérêt général. Donc, qu'est-ce qu'un programme d'intérêt général rapidement? C'est un périmètre qui est défini via une collectivité territoriale et l'État via le préfet du département, où les deux entités vont mettre en œuvre des moyens financiers pour pallier à des dysfonctionnements sur l'habitat existant sur des thématiques différentes. Donc, on peut très bien avoir une thématique sur la lutte de la non-adaptation des logements aux personnes handicapées et âgées. Et sur le programme qu'on va vous présenter, sur la monopropriété qu'on va vous présenter, la thématique sera sur la lutte de la précarité énergétique. Vous avez également d'autres aides locales qui peuvent être mobilisées en fonction du territoire dans lequel vous vous situez. Donc, c'est nous, en tant qu'assistants à maîtrise d'ouvrage, qui devons aller nous renseigner sur ces aides-là et puis nous mettre en lien avec les acteurs locaux pour pouvoir vous apporter des financements supplémentaires. Et enfin, au niveau du prêt, donc nous ne sommes pas sur un éco-prêt à taux zéro comme on peut retrouver en copropriété, mais sur un prêt bailleur délivré par la Caisse d'épargne. Et j'aurai aussi l'occasion de vous détailler un petit peu plus les conditions d'attribution pour ce prêt. Donc rapidement sur la barre TH145 ou autrement dit le coup de pouce rénovation globale en certificat d'économie d'énergie,
Comme vous le savez, la plupart du temps, les C2E sont délivrés au poste par poste, c'est-à-dire que nous avons des fiches établies par l'ADEME où pour chaque poste de travaux, nous avons un calcul bien précis pour l'aide attribuée. Donc, vous pouvez avoir une aide qui sera différente si vous décidez de rénover votre toiture et vous aurez un montant qui sera différent si vous décidez aussi d'isoler thermiquement les murs de votre monopropriété. Seulement voilà, quand on arrive à un gain de 35% via un audit énergétique, il est plus intéressant pour vous de passer par un coup de pouce rénovation globale, puisque les aides vont être bonifiées, et cela sera plus intéressant que si vous cumulez les aides geste par geste. Aujourd'hui, les conditions donc, sont l'atteinte des 35% de gain énergétique. En parallèle, nous faisons vérifier également l'audit énergétique par un bureau indépendant de type COFRAC et nous faisons également un deuxième contrôle après les travaux et vous devez également faire réaliser vos travaux par des entreprises RGE reconnues garantes de l'environnement. Sur, du coup, la question du prêt bailleur. Donc, comme son nom l'indique, c'est un prêt de la Caisse d'épargne en l'occurrence qui est délivré pour les propriétaires bailleurs, que vous soyez une personne physique ou morale, soumise à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Sont exclus de ce prêt. Si vous êtes propriétaire d'un local commercial, mais que vous n'exploitez pas votre activité, vous ne pouvez pas prétendre à ce prêt, mais vous pouvez aller sur un prêt CoPro 1 de la Caisse d'épargne. En revanche, si vous êtes et propriétaire de votre local commercial et en plus exploitant de l'activité, là, vous ne pouvez pas bénéficier de prêt. Sur les conditions pour ce prêt, vous devez avoir un immeuble avec des lots majoritairement destinés à l'habitation. Vous devez avoir 3 lots au minimum qui sont gérés par le même administrateur de biens. Et vous ne devez pas avoir d'hypothèque sur un de vos lots, c'est-à-dire que si vous avez acheté un lot et que vous avez souscrit à un emprunt et que votre créancier vous a demandé de mettre le bien en garantie, donc une hypothèque, vous ne pouvez pas du coup adhérer à ce prêt. Sur les travaux que ce prêt prend en charge, la palette est assez large puisqu'on est sur et les parties privatives et les parties communes et cela concerne tout aussi bien les travaux de rénovation que d'amélioration ou de valorisation du patrimoine. Enfin, dans certains cas, ce prêt peut subventionner 100% d'une opération avec un minimum de 100 000 € de travaux et vous avez un taux fixe avec des échéances trimestrielles qui peuvent du coup s'étaler jusqu'à 20 ans. Donc, je vais vous présenter maintenant un cas concret sur une monopropriété située à Saint-Étienne. Donc, l'audit énergétique a été réalisé et là, nous avons réalisé donc un plan de financement estimatif donc pour estimer les travaux et les aides que le propriétaire pourrait avoir. Donc, c'est un vieux bâtiment qui date d'avant 1948. Peu de travaux ont été menés sur le bâtiment. Il y a 11 logements pour une surface d'un peu plus de 565 mètres carrés et nous sommes sur un système de chauffage qui est individuel. À la suite de l'audit, nous avons pu déterminer que l'étiquette actuelle de cet immeuble était située en F. Et donc là, on vous présente le programme de travaux le plus ambitieux puisque d'autres programmes ont été présentés, mais vraisemblablement, notre client va s'orienter sur ce programme-là. Donc, on va isoler tout ce qui est plancher bas, tout ce qui est mur par l'extérieur. On va également isoler les combles. On va installer une VMC collective hydroréglable de type B, puisque lorsque votre bâtiment est isolé, il devient étanche. Donc, on doit pouvoir permettre la circulation de l'air vissé. Et on va également changer le système de chauffage pour une pompe à chaleur de type RO. Ce qui fait que si le propriétaire s'engage sur ce programme de travaux-là, on atteindrait une étiquette après travaux C, avec un gain énergétique de 90%. Et du coup, je fais le lien avec ce que Dimitri vous évoquait tout à l'heure concernant les interdictions de location, c'est-à-dire que tous les logements, normalement, devraient être aussi en étiquette C, donc le propriétaire devrait être tranquille quant aux futures interdictions de location. Nous avons du coup estimé pour le moment un montant des travaux s'élevant à 234 273 €, avec des honoraires estimatifs de 41 554 €.
et des aides d'un peu plus de 160 600 €, où on décortique ainsi. Donc, nous avons 73 554 € d'aide locale via le programme d'intérêt général, une aide certificat d'économie d'énergie via le coup de pouce rénovation globale à 54 065 €, et enfin une aide supplémentaire de la métropole de Saint-Étienne à hauteur de 3 000 € par logement, ce qui nous donne une aide de 33 000 €, et ce qui nous fait actuellement en prévision un reste à charge de 115 198 €. Donc ici, c'est donc une aide locale qui est spécifique. Elle est portée donc par l'État et par une collectivité territoriale. Nous avons nos confrères de Solia qui sont chargés de faire le suivi animation de ce programme d'intérêt général. Et du coup, nous allons devoir autoriser Solia à effectuer des visites dans les logements pour qu'ils puissent constater de l'état de dégradation des logements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un financement pour de la rénovation énergétique. Eux vont avoir une grille de dégradation, et suite au remplissage de cette grille, s'ils s'aperçoivent que les logements doivent subir des travaux lourds, on passera donc sur des financements supplémentaires qui seront 50% du montant hors taxe des travaux pris en charge. Voilà pour ce cas concret. Est-ce que, du coup, vous avez des questions? Nous en avons terminé avec notre présentation. Alors, je n'ai pas regardé encore le chat. On a déjà répondu à un bon nombre de questions en direct. Ok. Je vais prendre la question de M. Cossurel, qui évoque la puissance de la pompe à chaleur proposée dans ce cas concret. Alors, c'est un programme un peu particulier qui est en fait la monopropriété est composée de 2 bâtiments. Il y a un bâtiment qui est alimenté en chauffage individuel avec des chaudières gaz qui sont déjà relativement récentes, donc on ne proposait pas de rénovation sur ce poste de travaux-là. Et il y a une deuxième partie, enfin le deuxième bâtiment de la monopropriété était en fait 2 logements qui tournaient avec des radiateurs individuels électriques. Et donc du coup, dans le programme de travaux sur ces 2 logements-là, donc le bâtiment annexe, on a proposé d'installer une pompe à chaleur collective chauffant ces 2 bâtiments. Je n'ai pas le détail de la puissance de cette pompe à chaleur, il faudrait qu'on regarde l'audit, on pourra regarder ça pour vous répondre à la FAQ. Question de Madame William, ou Monsieur Ornella William, je ne sais pas. Quel est le prix d'un audit pour un bâtiment? C'est assez variable. Le prix de l'audit va varier en fonction du nombre de lots composant l'immeuble et en fonction du nombre de bâtiments sur la monopropriété, si cette dernière est composée de plusieurs immeubles non accolés, donc vraiment des immeubles séparés, parce que le fait d'avoir des immeubles séparés nous oblige à définir un programme de travaux par immeuble. Les problématiques ne sont pas les mêmes d'un immeuble à l'autre, même si nous sommes sur la même copropriété. Pour vous donner un ordre d'idée, le prix de l'audit aussi, pour une petite monopropriété de 3 lots, on va avoir un audit aux alentours de 4 000, 4 500 € hors taxe. Et sur une monopropriété à 30 lots, on va monter à plutôt 7 000 €. Les menuiseries sont-elles incluses dans l'exemple? Il ne me semble pas, parce que je pense que les menuiseries avaient déjà été faites par le propriétaire. Peut-on transposer sur un habitat en résidence principale, bâtiment ancien avec rénovation profonde? Je ne comprends pas tout à fait votre question, monsieur le gouverneur. Oui, également, pareil, je ne la comprends pas. Il faudrait pouvoir la reformuler. Voilà, après on a répondu à quelques questions. Il y avait des questions Les aides qu'on vous a présentées ici sont spécifiques pour des bâtiments résidentiels collectifs. Donc ça ne marche pas pour des habitations individuelles telles que des pavillons. Et à la différence également, pour répondre à Pierre Picolet, ces aides sont applicables entre guillemets pour la copropriété, mais en copro, il y a des aides supplémentaires comme MaPrimeRénov' copropriété, la possibilité de contracter un éco-prêt à taux zéro, ce qui n'est pas le cas sur les propriétaires bailleurs. Et il y a également des dispositifs d'aide locaux qui viennent compléter ce financement, mais ils sont propres à chaque région. Et encore une fois, c'est le rôle de l'AMO, en fonction du secteur géographique dans lequel est l'immeuble qu'on accompagne, d'aller chercher des financements locaux qui peuvent être portés par la commune, par la région, par le département.
C'est vraiment spécifique à chaque projet pour les aides locales. Immeuble avec façade, s'il est situé à moins de 500 mètres, gare classée, monument historique, refus probable de l'ITE. Oui, bien sûr, ouais. Si vous avez les architectes bâtiments de France qui vont vous dire que le bâtiment est classé, vous ne pourrez pas faire d'ITE. Il faudra passer à minima sur une ITI. C'est toujours efficace, mais un peu moins. Et puis, vous allez avoir la surface de vos logements qui, fatalement, va diminuer. Pour répondre à M. Touré sur la phase de prêt, le prêt bailleur, en fait, c'est une étude au cas par cas fait par la banque. Donc, du coup, avant d'avoir un accord de principe sur le prêt et d'avoir le taux d'intérêt qui sera appliqué, la banque demande à avoir les devis des entreprises de travaux qui sont envisagées pour savoir exactement quel est le programme de travaux qui va être mis en œuvre. Donc, du coup, non, malheureusement, on ne peut pas inclure une simulation du prêt bailleur dès l'étape 1, parce qu'il va falloir qu'on attende la fin de l'étape 2 et la consultation des entreprises faite par la maîtrise d'œuvre pour pouvoir joindre au document, à la demande de prêt à la banque, l'ensemble des devis qui sont des travaux envisagés, ce qui permettront d'analyser au cas par cas l'éligibilité de ce prêt bailleur et à quel taux d'intérêt sera appliqué sur ce prêt. Tout à fait. C'est la même chose aussi en copropriété avec l'éco-prêt à taux zéro. La banque n'intervient vraiment qu'en fin de phase 2, juste avant le vote des travaux. Mais pour une première phase, en plus sur des montants estimatifs, on ne va pas se prononcer sur des mensualités ou des échéances trimestrielles. Alors, on va répondre à 2 dernières questions. On approche de la fin de l'heure. Ouais. Pour répondre à M. De Backer, faut-il une autorisation urbanisme pour installer un groupe extérieur PAC en centre-ville? Ça va dépendre du plan local d'urbanisme, et ça, c'est le travail de la maîtrise d'œuvre, d'aller se renseigner auprès des mairies pour voir si les préconisations de travaux qui sont recommandées par l'audit sont applicables ou pas. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. La première mission de la maîtrise d'œuvre, c'est de vérifier la faisabilité technique et administrative des travaux proposés par l'audit, en reprenant l'exemple que vous disiez juste avant par rapport à l'isolation des murs par l'extérieur sur des bâtiments qui sont proches de sites classés. Non, effectivement, on ne pourra pas faire d'ITE au même titre que dans certains centres-villes. On n'aura pas la possibilité d'installer un groupe extérieur PAC. Et ça, c'est le travail de la maîtrise d'œuvre d'identifier la possibilité ou pas de réaliser ce poste de travaux. Je réponds à une question aussi par écrit à M. Cazenaz. Hop. Oui, tout à fait, M. Orsini. Il faut également une assurance dommage ouvrage. C'est ce que je disais là dans le chat, c'est que le détail des honoraires qui vous ont été présentés, vous avez les honoraires de la maîtrise d'œuvre en phase conception et en phase réalisation. Vous avez également un CSPS, la dommage ouvrage. Vous avez les honoraires aussi de l'administrateur de biens. Et je crois que c'est tout. J'ai pas l'exemple sous les yeux, mais il me semble que c'était tous les acteurs sur cette monopropriété qui vont intervenir. Parfait. Écoutez, je vous propose, on fera de toute façon une FAQ, on répondra à vos questions et on vous l'enverra. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci.